fait un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Printemps 2016. Les protestations contre la loi travail jettent des centaines de milliers de manifestants dans la rue. Des centaines de smartphones et caméras amateurs vont filmer des violences au plus près. Au journal télévisé, les incidents sont évoqués en quelques phrases. Sur Internet, en revanche, des heures de vidéos amateurs documentent les violences, les blessés, les abus. Oh la vache! Ça va là-haut? Enculé! Nous sommes allés au cœur des affrontements pour comprendre ce qui fait monter la tension entre les citoyens et leur police. Aujourd'hui, la police découvre qu'elle travaille sous l'œil de dizaines de caméras. Un changement d'époque qui a parfois du mal à passer. Te filmer, reste calme! Si les images sont aussi riches et nombreuses, c'est surtout grâce à la présence de témoins d'un nouveau genre. Certains se considèrent comme journalistes, d'autres comme citoyens engagés. Nous les appellerons les vidéoactivistes. Bardés de caméras, ils alimentent les réseaux sociaux d'images de violences policières. Parmi ces observateurs, Gaspard Glantz, le fondateur du site internet Taranis News. Quand il n'y avait que la télévision, tu étais obligé d'accepter ce qu'on te donnait comme information. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux trouver des choses que la télé ne veut pas montrer ou n'a pas l'habitude de montrer. On s'adapte à Internet, en fait. C'est Internet qui change le journalisme. Et la société change aussi, mais le fait que tout le monde ait une caméra dans sa poche, ça change tout. Parmi les vidéos marquantes du printemps social 2016, un film de 11 secondes va choquer l'opinion. Postée le 24 mars, cette vidéo montre un mineur interpellé violemment par 3 policiers. Danon Djedje avait 15 ans au moment des faits. La scène se déroule à Paris, devant le lycée Bergson, dans le 19e arrondissement. Dans ce quartier populaire, les jeunes issus de l'immigration sont plus représentés qu'ailleurs dans la capitale. Ce jour-là, pour protester contre la loi travail, les élèves organisent un blocus devant leur lycée. Des poubelles limitent l'accès à l'établissement, des lycéens ont apporté des œufs et de la farine. L'ambiance est plutôt potache, jusqu'à l'arrivée de la police. Danon était en classe de seconde. Pour la première fois, il raconte son histoire. Il y avait blocus. Il y a des personnes qui ont commencé à ramener des œufs et on les a jetés. Au début, ça ne jetait pas sur la police, ça a jeté sur le proviseur et ceux qui étaient autour du proviseur. Et ensuite, d'un coup, ils ont changé de cible, ils ont jeté sur la police. Et un policier, il a essayé de l'attraper avec sa main, mais l'œuf, il s'est cassé dans sa main. Ensuite, y a quelqu'un qui a réussi à le toucher, en fait, pleine tête. Cet incident, pourtant anodin, va provoquer une forte réaction des forces de l'ordre. Cet homme à la capuche noire qui donne un coup de pied à un jeune, c'est un policier en civil. Quelques minutes plus tard, il disperse les lycéens à coups de matraque. La violence de la scène surprend les enseignants. Il y a quelques policiers qui sont arrivés, dont un qui passait un peu au milieu de tous, quoi. C'est-à-dire qu'il allait vers les élèves, très menaçant, quoi, dans son attitude.
Donc menaçant, en regardant, en s'approchant très près du visage des élèves de face à face, quoi. Une attitude très provocante, quoi. Tout de suite, je me suis dit, la bac est là, quoi. J'ai eu ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'il y a bien un comportement qui fait qu'on perçoit qu'il y a des policiers qui sont pas, je sais pas si c'est habitué à ce système d'intervention, mais qui n'auraient peut-être pas dû être là. Cette violence était-elle légitime? Nous montrons cette vidéo à un cadre de la police qui a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Il a été formé au maintien de l'ordre. Clairement, c'est le genre de film qu'il faudrait passer dans les écoles de police, à surtout ne pas reproduire, à ne pas faire. Ils sont éparpillés, on en a vu 3 coureurs d'un côté, on en voit 2 coureurs de l'autre. Là, on a encore d'autres policiers qui sont encore tout seuls, qui sont éparpillés. On a une demoiselle qui n'est même pas casquée. On a un bouclier qui protège personne, enfin qui se protège lui tout seul. Ça, c'est clairement des gens qui n'ont jamais fait de maintien de l'ordre de leur vie. Au printemps 2016, pour faire face au manque d'effectifs, des équipes de police ont été contraintes d'encadrer des manifestations. Ce cadre policier a vu lui aussi ses hommes réquisitionnés alors qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Quand vous êtes dans les bureaux, à dialoguer avec des gens et que vous êtes du jour au lendemain mis dans la rue, c'est pas évident. Il y avait beaucoup d'appréhension parce que c'est des gens qui n'étaient pas habitués à ça. Puis il y a des gens qui supportent pas ça et qui au bout d'un moment finissent par s'énerver. Et si à un moment donné on vous dit de charger, de procéder à des interpellations, parfois on a un peu peur qu'il y ait une espèce de fauve qui sorte de là et qui veuille tout casser sur son passage. Et juste pour se libérer, quoi, et c'est pas souhaitable et c'est dangereux. Ce jour-là, au lycée Bergson, ce sont des policiers du commissariat du 19e qui assurent le maintien de l'ordre. Eh, c'est Danon, c'est Danon. Ils ont commencé à nous courir après, en fait. Et un policier, il me percute par derrière. Je tombe, il me frappe par terre. Son collègue, il vient, il me frappe aussi. Et ensuite, il me lève. Donc moi, je me dis, il me lève pour mettre les menottes, en fait. Donc moi, déjà, j'ai du mal à me lever. C'est ses collègues qui me lèvent, carrément. C'est les collègues, donc je me lève. Et la dernière chose que je vois avant de tomber, c'est son poing. Et je vois le sang directement par terre. Je sens que mon nez il est cassé. La vidéo de l'agression de Danon devient virale en quelques heures. Moi, je l'ai appris comme ça à la télé, en direct. C'est quand j'ai vu la paire de chaussures de Danon, j'ai hurlé, mais vous savez, c'était une douleur pas possible. C'était tellement violent. En fait, l'épisode, j'essaie de l'effacer de ma tête, mais c'est non. Ça fait partie maintenant de ma vie. Moi, le mien, il a eu la chance aujourd'hui. Peut-être que l'enfant d'autre n'aura pas cette chance-là. Si mon fils n'avait pas son sac à dos derrière la tête, derrière le dos, il se éclatait la tête. Le cadre policier que nous avons rencontré n'excuse pas le geste irresponsable de son collègue. Pour lui, le maintien de l'ordre exige savoir-faire et maîtrise de soi. Bon, alors c'est pareil, quand on a pour objectif d'interpeller cette personne, puisqu'on est 3 autour et qu'il est tout seul, quand la personne est au sol, c'est le moment idéal pour la menotter. Bon, mais alors si on le relève et qu'à peine mis debout, on lui envoie un grand coup de poing dans la figure, alors évidemment c'est illégal, et puis en plus ça le refait tomber, il va falloir le relever. Et alors en plus, asséner un coup violent comme ça devant, j'imagine, beaucoup de témoins, forcément, la situation risque de dégénérer, on se met en difficulté encore plus. En se libérant d'une frustration, d'une insulte ou d'un jet de je ne sais pas quoi, et en se disant tiens je vais le punir en lui mettant un coup de poing, il se remet en difficulté en fait. C'est contre-productif, puis en plus c'est complètement illégal. Cette vidéo de Danon suscite l'émoi jusqu'au ministre de l'Intérieur qui dénonce cette violence. Novembre 2016, la justice condamne le policier à 8 mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire. Le policier aujourd'hui continue d'exercer. Il va à l'école maintenant. Ce jour-là, devant le lycée Bergson, Danon n'est pas la seule victime de violences policières. Sur cette vidéo prise au moment du blocus,
on peut voir au second plan l'arrestation musclée d'un autre lycéen, lui aussi mineur. Il s'appelle Stevens, il est en première. Stevens a déjà eu affaire à la police. Il a été condamné à quelques heures de travail d'intérêt général pour des délits mineurs. Sur ces photos prises le jour même, il est brutalement arrêté par les policiers. C'est la première fois qu'il s'exprime. C'est toi sur cette photo? C'est moi ici. Qu'est-ce qu'il veut là? Il me dit arrête-toi. Moi je veux pas. Là j'essaie de me barrer là. Je continue à me débattre, tu vois. Je lui dis lâche-moi et je vais m'arrêter. Mais il veut pas me lâcher. En même temps, c'est la police. Ah c'est la police, effectivement, tu dois écouter. Mais bon, il y a la peur un peu, tu vois. Les manifestations comme ça, ceux qui se font attraper, c'est pas bon pour eux après. Et comment est-ce qu'il justifie votre arrestation? Vous aviez lancé un œuf? Ouais, je m'apprête à lancer. Vous vous apprêtiez, mais vous l'aviez fait ou pas? Je l'ai pas fait, non. 4 agents tentent d'arrêter Stevens. Un policier va pratiquer sur lui une clé d'étranglement devant de nombreux témoins. En courant, il y a un policier pour m'arrêter, il m'a mis un coup de genou. Je suis tombé. Ils m'ont fait un serrage de cou en fait. Là, j'ai perdu connaissance. J'ai vu 2 policiers, chacun lui tenant un bras. C'est-à-dire qu'il avait les menottes dans le dos et lui tenait chacun un bras. Et donc, ils vont vers la camionnette au fond. Et à un moment donné, je vois celui qui est derrière, en fait, se décaler, tenir les jambes comme ça à 2 mains. Et là, il va mettre un coup de genou, pour moi, que j'ai identifié qu'il devait être au foie. Pour vous, c'était délibéré ce coup? Ce coup, s'il est délibéré, mais puis, enfin, il est clairement délibéré, quoi. Inconscient, Stevens est transporté dans un camion de police jusqu'au commissariat du 19e arrondissement. Là, à l'abri des regards, le calvaire du jeune homme continue. Qui c'est qui vous met des gifles en fait quand vous arrivez? C'est l'officier qui est en charge de, du camion, quoi. Pourquoi s'il vous met des gifles? Vous l'aviez insulté? Non, pas du tout. Il m'a pas du tout. Il m'a même pas interpellé pour te dire. Une fois qu'on rentre au commissariat, là, il me pose sur la chaise. Le policier qui m'a interpellé, il me dit tu fais un truc bizarre, je te casse ta bouche. Je te déchire. D'autres jeunes du lycée Bergson sont présents au commissariat. Parmi eux, Danon. Après avoir été frappé, le jeune lycéen a été arrêté. Il assiste à l'arrivée de Stevens, traîné par les policiers. Il est en sang, pratiquement tout son visage est en sang. Il crache du sang. Il crache du sang à plusieurs reprises. Et un policier lui dit si tu craches encore, tu vas prendre une claque. Et il crachait du sang. Et le policier lui met une claque. Un brigadier procède à une fouille à nu sur Stevens. On vous a demandé de vous mettre à nu? Voilà. Et ils m'ont même attrapé à plusieurs pour me forcer, tu vois. J'ai refusé qu'on porte atteinte à mes droits et je me suis fait frapper et je me suis fait humilier. Après la fouille, maintenant, ils me laissent dans la salle de fouille. Ils me remettent les menottes et là, tous, ils viennent. Plusieurs policiers viennent, ils passent, ils me mettent des gifles, je les insulte. Il y a un policier qui lui fait une descente du coude. Il descend son coude violemment sur son torse. Vraiment. Ces incidents se déroulent sous le regard de plusieurs témoins. On m'apporte un étranglement. Qui ça? Un policier qui arrive comme ça, tu vois. Genre, il a rien à voir, mais il rentre, il me dit « Ah, toi, tu veux résister ?» Et il lui dit « Tu veux voir la mort ?» Et ensuite, il l'étrangle. Il l'étrangle jusqu'à qu'il s'endorme. Quand il lui a dit « Tu veux voir la mort ?» je me suis dit tout de suite que ça pouvait basculer. Il pouvait mourir, quoi. Ce comportement ne surprend pas le cadre policier. Lui-même a exercé plusieurs années dans une brigade anticriminalité. Ça m'est arrivé de commettre des violences qui étaient illégitimes. J'en ai honte et je me dis que j'ai eu de la chance de ne pas avoir laissé de séquelles aux gens que j'ai frappés. C'est un métier viril, policier, et donc aller au contact et faire preuve de violence, c'est presque valorisé. Il y a un certain machisme, le fait d'aller se frotter à la délinquance et à la criminalité, d'aller au contact, c'est ça qui est valorisé. Donc on ne va pas reprocher à un policier d'être viril et de s'affirmer. Aller à l'encontre de ça, dire « non, c'est pas bien d'avoir mis un coup de poing ou un coup de pied », personne ne dit ça, quoi. Si vous n'êtes pas gradé, si vous n'avez pas l'autorité suffisante pour le dire, c'est quelque chose qui se fait pas.
D'après les jeunes, un gradé de la police aurait fini par réagir. Il y a un policier, il a dit « Vous assumerez vos actes que vous avez faits ». Un policier qui a dit ça, ouais. Il s'adressait à qui? À ses collègues. Il était en désaccord. Ouais. Stevens, il est resté inconscient pendant combien de temps? Plus de 5 minutes, je pense. Plus de 5 minutes. Et comment est-ce qu'il a repris connaissance? Il lui mettait des claques. Il y a un policier qui lui dit il a besoin de soins, appelez les pompiers. Et quand je pars, les pompiers ils arrivent. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ce qu'il faisait. Parce que j'étais menotté à un banc, je pouvais rien faire, je regardais mon camarade se faire frapper comme ça, se faire étrangler. Alors qu'il était menotté. Alors qu'il était menotté. Vous arrivez à comprendre, Danon, cette violence? Non. Non. Je la comprends toujours pas d'ailleurs. Et en plus, ils le font en notre présence, donc ils savent très bien qu'il y a des témoins. Donc ils savent que nous, on n'a aucun pouvoir en fait. Pourquoi vous n'avez aucun pouvoir? C'est la police. Arrêté devant le lycée, brutalisé au commissariat, les mésaventures de Stevens ne s'arrêtent pas là. Les policiers portent plainte contre lui pour outrage et violence envers agents. Mis en garde à vue, il passe 48 heures en détention avant d'être présenté au juge des enfants. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est ça, c'est qu'est-ce qui... Ouais, je me suis dit, c'est quand ça va finir. C'est ça. Plus exactement, quand ça va finir. T'as été frappé, on t'a mis en garde à vue, on t'a humilié, mais voilà, c'est quand même toi qu'on met en tort. Vous avez du mal à en parler, Stevens? Je me demande à quoi ça sert, vraiment à quoi ça sert. Est-ce que ce que je fais, c'est utile? On a l'impression que ça sert à rien. Que voilà, si t'as pas de vidéo, que si t'as pas ça, ça va te mener à rien ce combat. Donc c'est juste ça qui me déçoit un peu, tu vois. C'est que voilà, je parle, mais est-ce que c'est un but? C'est ça. Pendant 2 mois, nous avons sollicité une réaction du ministère de l'Intérieur. Pas de réponse. La version policière, nous allons l'obtenir par accident. Alors que nous tournons quelques images d'illustration du commissariat du 19e où se sont déroulés les faits, un officier sort. Il nous demande de partir, mais entre nous, un dialogue s'engage. C'était par rapport à un cas qu'il y avait eu l'an dernier, quoi. Un jeune qui a été frappé, qui a perdu connaissance ici. Perdu connaissance de personne. Un jeune de Bergson. Il y en a un qui a été très virulent et tout ça, mais il n'a pas perdu connaissance. Il a failli simuler beaucoup. Tout ce qui lui est arrivé, il a bien cherché. Voilà. En plus, c'est quelqu'un d'assez physique. C'est un mineur, quand même. Un mineur physique, ça existe. Hein. Ouais, mais ça reste un mineur, enfin, dans un commissariat. Je vous montre le mineur et puis vous allez voir un petit peu ce que c'est. Quand on dit mineur, on a l'impression d'avoir un enfant de 12 ans avec le cartable dans le dos, mais il faut vous enlever cette image-là. Il a feinté, en fin de compte, la perte de connaissance. Hein. Il a feinté même là-haut, à Bergson, il feintait des trucs. Moi, j'étais là-haut, et effectivement, là-haut, dès là-haut, il commençait déjà à faire n'importe quoi. Il était menotté dans le car, par terre, il hurlait « Au secours !» Alors, j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Mais pourquoi vous criez, monsieur ?» Mais il n'y a pas eu un agent qui a pratiqué une clé d'étranglement sur lui? Il me semble qu'à un moment, oui, il faut le maîtriser, parce qu'il était... il était menotté. Hein. Vous me dites qu'il qui pèse 90 kilos, ça agite dans tous les sens, et pour arriver finalement à le maîtriser, il faut lui faire une clé d'étranglement. Après, il simule un malaise. Voilà, c'est ce que lui a dit l'agent, là, apparemment. Il lui a dit « Tu veux voir la mort ?» Ça vous dit quelque chose ou pas? Il lui a dit ça. Tu sais, quand ils nous disent « Je nique ta mère », on prend ça au deuxième degré. Enfin, voilà, c'est le langage de rue. Vous avez quand même appelé les pompiers? C'est qu'ils simulent, mais on veut se couvrir quand même. Voilà. Parce qu'après, il va dire, j'ai eu un malaise, ils n'ont pas appelé les pompiers. On est obligé de se couvrir surtout. Les pompiers sont venus, ils ont regardé, on dit, ouais, on est d'accord. Voilà, et puis ils sont repartis. On a dérangé les pompiers quand même. Bon, allez, monsieur, allez, c'est bon. On torture personne, on n'est pas des... Ah, mais vous avez quand même appelé les pompiers? C'est le protocole. C'est le protocole? Soutenu par les parents d'élèves, Stevens porte plainte à son tour. Il est aujourd'hui convoqué à l'IGPN, la police des polices. Il va se retrouver face aux policiers du commissariat du 19e arrondissement. Je vais pas être en position de force, comme on dit. Pourquoi? Je porte plainte à la police des polices contre la police. Hein. Ce jour-là, 2 policiers sont présents. Un seul est directement impliqué dans les violences contre le lycéen.
Mais sans vidéo pour prouver son récit, la parole de Stevens ne fait pas le poids face à celle de la police. Pour l'instant, le menteur dans l'histoire, c'est moi, tu vois. L'agresseur, le méchant dans l'histoire, c'est moi pour l'instant. Parce que c'est moi qui suis en contrôle judiciaire. Tu vois. Et eux? Ils travaillent, là. Tu vois. Ils travaillent normalement. C'est pour ça que c'est pas très, tu vois, c'est pas très logique, entre guillemets. C'est comme ça, c'est comme ça. Après le rapport de l'IGPN, la justice devra évaluer la culpabilité des policiers. Seulement alors, Stevens pourra être reconnu comme victime de violences policières. Tout au long du printemps 2016, les manifestations ont été marquées par des violences de plus en plus importantes. Un crescendo que l'on retrouve dans les vidéos postées sur le net. Même le traditionnel et paisible défilé du 1er mai a dégénéré. Des familles et des enfants se sont retrouvés piégés par les gaz lacrymogènes. Presque toutes les vidéos montrent des policiers au cœur de la foule, comme un corps à corps. Comment expliquer cette proximité? Pour comprendre, il faut s'intéresser à l'histoire du maintien de l'ordre. Comment a évolué la gestion des manifestations par les autorités? Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, on tire à balles réelles sur la foule. Ainsi, le 6 février 1934, à Paris, 14 manifestants tombent sous les balles de la police. En 1968, la jeunesse s'enflamme sur toute la planète. C'est le printemps des manifestations étudiantes. En France, le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, un ancien résistant, décide de tout faire pour éviter un bain de sang. Ce n'est pas le cas à l'étranger. Aux États-Unis, 46 personnes sont tuées durant les émeutes après l'assassinat de Martin Luther King. Au Mexique, le 2 octobre 1968, les forces de l'ordre tirent sur les étudiants. On parle de 300 morts. Selon Fabien Jobard, spécialiste du maintien de l'ordre, mai 68 marque la naissance du maintien de l'ordre à la française. Le maintien d'ordre à la française, c'est d'abord une invention des policiers et des gendarmes français qui, parce qu'ils avaient à peu près bien maîtrisé mai 68, on dit qu'ils l'avaient géré sans mort. Bon, en fait, il y a eu des morts en mai-juin 68. Mais enfin, la légende s'est propagée selon laquelle il n'y avait pas eu de mort. Et au fond, est née de cet événement majeur l'idée que la police française sait faire quelque chose de main de maître, c'est gérer des protestations, gérer des manifestations. Le maintien de l'ordre à la française devient un savoir-faire qui s'exporte, une fierté nationale. Le maintien de l'ordre à la française, c'est le fait que toujours on essaye de tenir les foules à distance, on essaye d'agresser leur sensibilité, par exemple avec de l'eau, canon à eau, ou bien avec du gaz, des grenades lacrymogènes, ou bien même avec des grenades sonores, mais on ne frappe pas les corps. On gère les foules, mais on ne s'intéresse pas aux individus. Mais au milieu des années 2000, sous la pression des politiques, le maintien de l'ordre à la française opère un tournant. Désormais, le travail des forces de l'ordre est jugé sur le nombre d'arrestations. Multiplier les interpellations devient une finalité. C'est ce qu'on appelle la politique du chiffre. L'interpellation, par définition, vous allez entrer au contact. Vous avez toute une fraction de la police qui vont être employés à aller au cœur des cortèges pour aller procéder à des interpellations. Et le plus possible, on n'est plus dans un cadre où il faut interpeller tel individu qu'on a identifié comme meneur ou fauteur de troubles. On va essayer d'interpeller le plus possible pour avoir les meilleurs chiffres, pour avoir quelque chose à répondre à l'opposition parlementaire et pour avoir quelque chose à dire aux 20h. 1300 interpellations, 819 gardes à vue,
51 comparutions immédiates et condamnations. Nous avons procédé ce matin seulement à 47 interpellations d'individus munis d'armes par destination, d'acides, Là, c'est sûr. projectiles. Toutes les confrontations de face à face, d'individu à individu, de policiers à manifestants, vous décuplez le risque de violence, de brutalité et de bavure aussi. Comment se traduit cette évolution du maintien de l'ordre sur le terrain ? 23 juin 2016, Paris. Nous décidons de nous rendre à une manifestation contre la loi travail. Elle promet d'être particulièrement violente. Excédé par les incidents, le gouvernement l'avait interdite dans un premier temps, avant de l'autoriser in extremis. Le cortège est encadré comme jamais. C'est la manifestation de tous les dangers. Des grilles mobiles bloquent l'accès au cortège. Les forces de l'ordre filtrent les entrées. Tous les participants sont fouillés. La police confisque jusqu'au moindre foulard qui pourrait servir à se protéger des gaz lacrymogènes. Au début, l'ambiance est plutôt calme, presque estivale. Jusqu'à ce qu'une trentaine de gendarmes arrivent au pas de course à l'entrée de la place de la Bastille. Ils se positionnent en bordure de la place, face aux manifestants. Soudain, les gendarmes se dirigent vers le centre de la place, au milieu de la foule. Ils vont couper la foule en deux, se retrouvant nez à nez avec les manifestants. Un contact direct qui va échauffer les esprits. Allez, retournez là-bas tranquillement. Il n'y a aucune raison de venir en courant ici. Il n'y avait aucun problème. Pas le moindre mouvement. On a l'impression que c'est fait exprès. Ils ont eu un ordre de venir au contact des gens qui dansaient, qui chantaient, qui étaient contents, qui étaient heureux. Une journée superbe et voilà, qu'est-ce qu'on en voit? On cherche le contact, on cherche le conflit pour que ça foute la merde. Ça peut partir à tout moment là. Il suffit qu'il y ait un gars qui balance une canette et c'est bon. Échauffés par cette stratégie, certains manifestants commencent à provoquer les forces de l'ordre. Des incidents qui restent isolés, sans gravité. Au moment de la dispersion du cortège, les policiers ont à nouveau un comportement surprenant. Cassez-vous les gars. Alors que les manifestants quittent tranquillement les lieux, les CRS se positionnent autour de la place, sans raison apparente. Au centre de la place. Vous me mettez avec tout le monde là? C'est ça? Allez, on avance en ligne, messieurs, on s'aligne. Ils vont former ce qu'on appelle une nasse. Parlez avec votre cœur plutôt qu'avec les armes. Les gens sont encerclés et empêchés de sortir de la nasse, suscitant l'incompréhension. En chemin, un jeune homme refuse de se lever. Pour lui, l'heure légale de la dispersion n'est pas atteinte. Non, c'est 18 heures. Il est interpellé. Les deux, on prend les deux. Alors, je sais pas, je m'en fous. C'est des raisons de sécurité, d'accord? Ils se rapprochent pas. Les manifestants sont retenus dans la nasse, au pied du génie de la Bastille, en plein soleil pendant 1 heure. Officiellement pour rétablir la circulation. Vous allez les libérer à un moment donné, ces
gens. Je sais pas, monsieur. Moi, j'obéis aux ordres. Vous demandez d'aller de l'autre côté. Les manifestants sont relâchés au compte-gouttes. Ils nous ont tous rassemblés là au milieu. Il se passe rien depuis 1 heure, on est juste bloqués avec les CRS qui nous entourent depuis 1 heure. Mais alors pour le coup, même les CRS n'avaient pas l'air de trop comprendre pourquoi ils nous bloquaient. Et du coup, ça fait 1 heure qu'on est en plein soleil, là, sans pouvoir bouger, serré comme ça. Ça fait 1 heure. Pour les manifestants, la NAS est une détention arbitraire. Elle peut durer plusieurs heures. Dans les NAS qu'on a vues à Paris, notamment au printemps 2016, ces actions ont créé plus de perplexité, de confusion, voire d'anxiété et de panique chez les manifestants, qu'elles ont aidé à régler des problèmes. Et ces NAS ont en fait participé à la solidarisation du gros des manifestants avec les minorités qui détruisaient, dégradaient, etc. Cette proximité crée une zone de danger pour les manifestants, mais aussi pour la police. Face aux provocations de casseurs, les forces de l'ordre doivent alors utiliser de nouvelles armes. Lorsque la situation dégénère, les autorités ont largement recours à la grenade à main de désencerclement. Selon la réglementation, cette arme doit être utilisée lorsque les forces de l'ordre se trouvent en situation d'encerclement ou prises à partie par des groupes violents. Mais des dizaines de vidéos amateurs vont en montrer un usage différent. Ici, les CRS ne sont pas encerclés. Ils l'utilisent de manière offensive, au risque de provoquer des blessures graves. Le 28 avril 2016, sur la place de la République à Paris, lors d'un rassemblement Nuit debout, une vidéo activiste capte une attaque à la grenade de désencerclement. Grenade, moi je me suis pris un petit truc dans la jambe. Ah, je me suis pris un truc dans la jambe. Deuxième. Waouh, 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 ça fait mal quand même. Une manifestante hurle, touchée au visage par un éclat de grenade. Putain. Regardez ce qu'ils ont fait, ces fils de pute! Nous avons retrouvé cette jeune femme. Elle s'appelle Lucie. Elle participe alors au rassemblement Nuit debout. Chaque soir, la place de la République est évacuée à partir de minuit. Mais ce jour-là, le 28 avril, 24 policiers ont été blessés dans les manifestations. L'évacuation de la place va dégénérer. Il y avait de la musique. Moi, j'étais en train de discuter. Il y en a d'autres qui étaient en train de chanter, d'autres qui étaient en train de danser. Il y avait un feu, je me souviens, avec des gens autour du feu qui ne parlaient pas, qui étaient en train de se réchauffer. Enfin, vraiment, c'était calme. Et moi, je me souviens juste du fait qu'il y a eu une pluie de lacrymo d'un coup d'un seul. Et que là, tout le monde part dans tous les sens. C'était la confusion totale. Donc les gens sont par terre et ils se tiennent les uns les autres et ils se font traîner par les pieds, par les cheveux, ils se font frapper à terre. Regarde ça. Des vidéos amateurs montrent un usage illégitime de la force. Comme ces manifestants frappés alors qu'ils ont les mains attachées. C'est lors de cette charge que Lucie est blessée par une grenade à main de désencerclement. J'ai un de mes potes qui a couru vers un monsieur qui était par terre, il se faisait tabasser par 3 CRS. Il a voulu aller l'aider, et au moment où j'ai voulu aller à sa suite, là, moi j'ai pris un éclat de grenade. Je me suis pris un truc dans la jambe. Waouh, 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 ça fait mal quand même. Ça va là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah putain. Ah putain de merde! Ah, voilà, j'étais pas contente du tout. Regardez ce qu'ils ont fait, ces fils de pute! Je suis désolée. J'étais enragée. Mais c'est pour ça que je me souviens même pas de la douleur, je me souviens juste comment j'étais enragée. Et j'ai rien compris, je me suis écroulée par terre et tout ce qui venait dans ma tête, c'était « ils m'ont touché à la tête, ils m'ont touché à la tête ». Et à ce moment-là, je me suis dit « ça y est, je suis défigurée ». Ça, elle l'a pris en pleine tête. Il y a un journaliste qui est là et qui montre l'éclat de la grenade en expliquant ce que j'ai pris dans la tête.
Et puis après, sur ma plaie, c'était un truc carré, donc c'était bien ça. C'était bien du diamètre de l'éclat de grenade, quoi. Tu vois la différence un peu quand même. Ça avait bien gonflé, hein. Et c'était cramé. Ça rentre pas dans la peau, mais c'est tellement violent que ça crame. Selon le règlement, la grenade à main de désencerclement doit être jetée au sol. Elle éclate 1 seconde et demie après avoir été lancée, projetant 18 galets de caoutchouc dans de multiples directions. Donc en fait, c'est un éclat comme ça. Mais ça va vite, hein. Puis c'est solide surtout. Quand on prend ça n'importe où dans le corps, ça fait vraiment mal, hein. Et surtout, c'est dangereux parce que ça arrive dans la tempe, ça peut être mortel, hein. Même là, c'est super grave. Au printemps 2016, on a recensé au moins 2 personnes blessées gravement par ces grenades. Comme ce 26 mai à Paris. À l'entrée d'un immeuble, un groupe de policiers vient d'arrêter un manifestant. Plusieurs dizaines de personnes réclament sa libération. Une escadrille est demandée en renfort. Pour les disperser, un policier lance une grenade de désencerclement. Un passant s'écroule, touché à la tempe. Romain Dussault rentrait chez lui. Il s'était arrêté pour observer la scène. Transporté à l'hôpital, le jeune homme restera plusieurs jours dans le coma. Il souffre de lésions cérébrales. La grenade à main de désencerclement est utilisée depuis 2004 par les forces de l'ordre. D'après l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, fin 2015, la France est le seul pays européen à utiliser des grenades explosives contre des civils. Bonjour les CRS. Tu vois, là, on est bloqué parce qu'ils ont déjà mis des barrières et on ne peut pas accéder à Bastille. Ça va piquer aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, ça va piquer, les flics sont chauds et nous aussi. 15 septembre. C'est la manifestation de la dernière chance contre la loi travail. À Paris, Lucie tente de rejoindre le cortège par une rue latérale. Avec un groupe de lycéens, elle se retrouve face à un barrage de policiers. Tu vois, alors là, clairement, grenade de désencerclement, c'est mortel, une grenade de désencerclement. Ils les balancent comme ça, comme des pommes. On n'a même pas commencé qu'il y avait déjà des grenades et du gaz, quoi. Et là, ils les balancent comme ça, sur des jeunes lycéens, qui n'ont rien lancé, qui n'ont rien fait, à part courir. Ce jour-là, avec notre caméra, nous allons être témoins de l'escalade de la violence. Plusieurs milliers de policiers sont situés au cœur du cortège, à quelques pas des manifestants. Cette proximité, une nouvelle fois, échauffe les esprits. Des manifestants provoquent la police. Celle-ci réplique en chargeant. Une offensive qui attise la colère. Dans la confusion, les forces de l'ordre utilisent des bombes lacrymogènes, mais aussi des grenades de désencerclement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui est blessé, on appelle un médic. Il y a des gens médics chez nous et ils ont tout ce qu'il faut pour les soigner, donc Il y a un blessé là. Le cortège de tête, tu sais même pas quoi. Ah, il y a eu une grenade, c'est pour ça, putain, regarde-moi ça. En fait, il a pris un éclat de grenade de désencerclement. C'est ça, tu vois, je sais pas où il l'a pris. Dans le nez, je crois. Mais voilà, dans le nez. Bon bah putain, voilà, dans le nez quoi. C'est éprouvant. Mais tu vois, c'est de la provocation policière. Comment c'est flic qu'une manif soit encerclée par des gens comme ça ? Il y a 2000 flics, tu sais. C'est vous les casseurs! Les casseurs, c'est vous! Honte à vous! Je vais vous poser une question. Il n'y a pas de CRS là derrière. Et ça se passe très bien. Pourquoi ici ça merde? Parce que t'as tous les connards qui sont là, blaireau. T'as pas vu? Blaireau? Bah oui, allez, gars, dégage. Moi je suis correct avec toi. Pauvre con, ouais.
Tu te prends pour qui, toi? Il n'y aurait pas ces connards, on serait pas là, on est d'accord? Attends, enlève ton barda, puis viens, on va s'expliquer un peu plus loin. Non, il va dire quoi? C'est des menaces? Ce sont des menaces, ça? Attention, hein. Guignol. Non, viens, camarade, parle pas avec eux, ça sert. Y a pas de merde derrière, hein. Ouais, alors. Ouais, et quand on voit ce badge-là, on a tout compris. On menace pas, moi. Face au débordement, une autre arme est utilisée par les forces de l'ordre. Cette arme, avec une crosse, s'appelle le LBD 40. LBD pour lanceur de balles de défense. Plus précis, plus puissant, le LBD 40 a progressivement remplacé le flashball. Le LBD 40 tire des balles de caoutchouc de 4 cm de diamètre. Cette arme sert à frapper les individus sans les tuer et sans causer de blessures graves. En théorie. C'est pas la prothèse finale en fait, ça c'est une prothèse temporaire qui a été créée. Donc vous voyez en fait elle est pas ici et là, on voit qu'elle est pas assez large. Le 28 avril 2016, Jean-François participait à sa 5e manifestation contre la loi travail. C'est la première fois qu'il témoigne. Et voilà. Après, je peux réussir au maximum à la mettre pendant 3 heures ou 4 heures. Ça me provoque des douleurs sur l'œil, ça me gratte. Si je ferme l'œil droit, je vois plus rien. Et ben ça, par exemple, quand on conduit, c'est très gênant. J'ai 100% perdu la vue de l'œil gauche. Et donc, il y a eu une trentaine de points de suture. Donc, il y en a eu ici, là. C'est dû, en fait, au verre que le flashball est arrivé vraiment comme ça. Et ça a explosé mon verre. Rennes est une des villes les plus contestataires contre la loi travail. Ce jour-là, malgré une interdiction de la préfecture, les manifestants tentent de rejoindre le Parlement de Bretagne. Sur ces images amateurs, on voit les forces de l'ordre repousser les manifestants. Ouais, voilà, moi j'étais dans cette masse de gens, là, ici, là. Vous voyez, la très très grosse charge. Regardez, là, on voit vraiment bien ces coups de matraque, là. Est-ce que... Vous voyez ça? Là, ils attrapent les sacs, ils le tirent. J'étais pas sous les coups de matraque, mais pas très loin. C'est vraiment une charge très violente. Donc là, ils ont fait une arrestation. Vous avez vu, ils continuent de taper, là. Donc ça, ce cloque caractéristique des flashballs. Hugo était présent ce jour-là comme soigneur. Il est la première personne à secourir Jean-François quelques secondes après le tir. Je me souviens, on est arrivé de là-bas, non? Ouais, de Charles de Gaulle. On remontait le trajet, tout simplement. C'est de là, ici sur le côté, que vient la charge de police, qui arrive sur un bout de manif et qui l'enfonce dans la ruelle. Et qui l'enfonce violemment. On s'est retrouvés chassés par là. Là, on a commencé à courir. Là, il y a un gars qui a crié, bon tous de l'autre côté, prenez le petit pont. Et en fait, le truc, c'est que les gens s'arrêtaient sur le pont pour regarder ce qui se passait, quoi. Puis il y a les premiers pop caractéristiques du LBD. Je sais pas comment tu t'en souviens, toi, mais moi, ça me marque encore. Tous les gens qui se trouvaient là étaient en train de gueuler, mais restez pas sur le pont, bougez-vous, quoi, partez, courez, j'en sais rien. Parce que là, ça faisait peur comme charge. Et c'est à partir de ce moment-là que, moi, je me souviens, j'ai regardé à gauche, à droite, et gros coup dans la tête, et c'était fini, quoi. Où étaient les policiers à ce moment-là? C'était par là, là. Moi, j'étais de l'autre côté, et puis là, ça a été la fin. Ah bah simple, à partir du moment où j'ai posé la compression sur son œil, je savais que son œil était perdu.
Enfin, je voyais des bouts de blanc qui sortaient, c'était affreux, ça pissait le sang à un niveau qui était juste invraisemblable. Il avait 10 compresses sur l'œil pour contenir la masse de sang. Mais ouais. Quand t'as fini par poser la question, du coup j'ai perdu mon œil. Tu sais, on s'est tous regardés en mode... Qu'est-ce qu'on lui dit? Bon, écoute, si t'avais perdu ton œil, je pense que tu serais évanoui ou un truc comme ça. On va le mitonner comme ça. Mais c'était hors de question qu'on dise un truc pareil, tu vois. C'était pas possible. Puis bon. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Jean-François aurait bien été blessé par un tir de LBD. À plus de 30 mètres, il n'y avait pas de danger imminent pour les forces de l'ordre. Je comprends la stratégie, hein. Ça a la forme d'un vrai fusil, quoi. C'est comme un truc qui peut tuer, en fait. Et du coup, je pense que c'est une arme qui a plusieurs étapes. La première, ça fait mal. La deuxième, ça fait peur. Et la troisième, ça dissuade. Parce qu'une fois qu'on a eu mal et qu'on a eu peur, on n'a pas envie de revenir. Et j'ai des tas de potes, ils veulent plus aller en manif parce qu'ils ont peur. Ils se disent, ça sert à quoi, on va se faire taper? Du coup, ils viennent même plus. Donc ouais, je comprends pourquoi ils utilisent le LBD. Maintenant, je trouve pas ça normal. Cette vidéo amateur a été tournée le jour où Jean-François a été blessé. Elle montre comment les forces de l'ordre utilisaient le LBD 40 ce jour-là. À quelques pas du cortège, des casseurs attaquent une voiture de police. Des policiers arrivent armés de LBD. Ils font feu sur le cortège. Et je trouve que cette scène est assez choquante. Ces policiers vont tirer en ligne sur les manifestants. Donc, et là, hop, les manifestants partent. Et là, regardez, ils sont 3. Ils sont 3 à tirer au flashball. Ils rechargent, ils tirent. Ils tirent encore. Les manifestants sont assez éloignés des policiers et ne caillassent pas. Ils sont pas en contact direct. On a l'impression qu'il y a 100 mètres en fait, quoi. Vous voyez? Toute cette distance-là où il n'y a personne, les CRS étant par là, et les manifestants ici, quoi. Ils auraient très bien pu balancer des lacrymos, ça te fait un gros nuage. Et les gens, ils vont pas charger dans un... Ils vont pas affronter la police dans cette situation-là. De fabrication française, le flashball a été introduit en 1995 par Claude Guéant, alors directeur général de la police nationale. Cette arme est censée éviter l'utilisation des armes à feu dans les violences urbaines. Selon Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, c'est l'arme idéale pour impressionner les voyous. Mais dès 2007, ce drôle de fusil est utilisé dans des manifestations contre des étudiants. Cette arme, elle est employée contre les manifestants. Et alors là, évidemment, c'est un renversement de toute la doctrine de maintien de l'ordre. La doctrine de maintien de l'ordre, c'est je tiens la foule à distance, j'agresse les sensibilités, mais je frappe pas les corps. Flashball, évidemment, c'est un outil qui frappe. Ces armes, flashball et LBD, qui provoquent des blessures irréversibles, vous les trouvez dans aucune police allemande, vous la trouvez dans aucune police anglaise. Le LBD 40 est une arme de catégorie A2, au même titre que les armes de guerre. En 2012, la police nationale disposait de 2485 LBD. En 2015, l'État a commandé 115 000 cartouches. Les vidéos amateurs montrent les victimes du LBD 40. Début 2017, on recensait 1 décès et 43 blessés graves, dont 13 mineurs. Comme Nassuir Raouli, il a perdu un œil en marge d'une manifestation. Il avait 9 ans. Nous présentons les photos d'enfants blessés à notre témoin cadre de la police. Ouais, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Ouais. Le LBD, c'est une arme qui est très précise. Alors, elle est précise dans un stand de tir, c'est-à-dire que quand on fait la formation au LBD, on s'entraîne dans un stand sur une cible qui ne bouge pas. Quand vous êtes en maintien de l'ordre, bon, quand il y a une manifestation, ça bouge de partout, ça crie, ça hurle, vous risquez de vous prendre un projectile. Vous devez viser, tirer, et la cible est mouvante. S'il s'avance pour jeter son cocktail Molotov et qu'il se recule ou qu'il fait un pas de côté au moment où vous tirez, la balle, elle continue sa route et va s'arrêter dans ceux qui sont derrière. Parmi les enfants mutilés, Geoffrey Tidjani. Le 24 octobre 2010,
Geoffrey, 16 ans, est blessé à l'œil par un tir de LBD 40. Voici la vidéo au moment du tir. Il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Fait rarissime, le policier auteur du tir a été condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis. Mais il a décidé de faire appel. Aujourd'hui, au Palais de justice de Paris, Geoffrey se retrouve à nouveau face à l'homme qui a tiré sur lui. Un peu stressé. Ça va mieux? Bah c'est chaud, mais... C'est pas pour moi que c'est le plus chaud. Hein. Le policier arrive dissimulé par ses collègues. Il reconnaît avoir tiré sur l'adolescent. Mais la justice l'a aussi condamné à 1 an d'interdiction d'exercer. Une décision exceptionnelle qu'il conteste aujourd'hui. Il y a un citoyen qui a été frappé au visage par une balle et qui n'aurait jamais dû l'être. Et ça nous l'assumons, nous le comprenons très bien. Nous assumons pleinement la responsabilité. Il n'aurait pas dû tirer. Mais sur le plan de sa responsabilité personnelle, il y a beaucoup de choses à dire parce que ce tir, il est intervenu dans des conditions qui étaient très particulières. Et aujourd'hui, nous allons demander à la Cour une appréciation plus clémente des faits. En attendant la décision de la justice, le policier continue d'exercer. Ses supérieurs lui ont même accordé une promotion, ce qui choque la famille. T'attends quoi de la justice, enfin de cette procédure? Surtout que le policier ne soit plus en fonction. C'est un homme dangereux. C'est quelqu'un qui devrait pas être de la fonction. C'est des gens trop dangereux. On doit avoir confiance en notre police. On dirait on est en Afghanistan. Que s'est-il passé ce jour-là à Montreuil? À l'entrée d'un lycée, des élèves organisent un blocus avant de rejoindre une manifestation contre la réforme des retraites. Sur cette vidéo amateur, on les voit déplacer des poubelles. La police a tiré des bombes lacrymogènes pour disperser les jeunes. Geoffrey s'avance pour déplacer une poubelle. Les policiers sont alors à une trentaine de mètres. Il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Geoffrey est touché à la tête. Depuis, le lycéen a subi 6 opérations chirurgicales pour reconstruire son visage et pour sauver son œil. Il souffre de migraines, de sinusite à répétition, avec des problèmes de concentration. Geoffrey a raté son bac et a arrêté sa scolarité, et pourtant c'est lui qui va se retrouver sur le banc des accusés. Car le jour même, au commissariat de Montreuil, le policier rédige le procès-verbal de l'incident. Son tir de LBD 40 est selon lui de la légitime défense. L'individu s'empare d'un projectile de type caillou qu'il lance à nouveau vers nous. Dès lors, faisons usage de notre arme de défense en direction du torse de l'individu qui se baisse au moment du départ du tir. Cette version des faits est confirmée par son chef d'équipe. Un des casseurs s'est mis à jeter des cailloux en notre direction. Les règles de la légitime défense étaient parfaitement remplies. Mais les 2 policiers ignorent que la scène a été filmée. Dès le départ, Geoffrey apparaît sur la vidéo amateur. On voit clairement qu'il ne jette aucun projectile sur les forces de l'ordre. Il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Comment se serait passé ce procès s'il n'y avait pas eu de vidéo? C'est un miracle. Sans cette vidéo, c'était moi le méchant dans l'histoire et il aurait eu raison, le policier. Et moi, j'étais condamné. Sans la vidéo, Geoffrey aurait une mention sur son casier judiciaire, il aurait été condamné pour violence à l'égard des forces de l'ordre et le policier n'aurait certainement pas été poursuivi à l'heure actuelle. Le policier qui a tiré est le seul à avoir été condamné. Son supérieur hiérarchique, malgré son faux témoignage, n'a pas été inquiété. Pour le père de Geoffrey, cette complicité impunie des agents de l'État est le véritable scandale de cette histoire. Il interpelle l'avocat des policiers. C'est bien un faux, un gamin qui a sa vie brisée, 1 an avec sursis, c'est très peu quand même. Comprenez bien. C'est toujours un faux, c'est-à-dire qu'il a failli le mettre en prison, il l'a cassé et il a failli le mettre en prison. Je sais bien. Et je pense que ça ne donne pas l'exemple aux autres policiers. Et si on va avoir une police intègre, il faudrait que tous ces gens-là ils soient vraiment condamnés. Oui, mais il en faudrait 10 là.
Il en faudrait 10. Il en faudrait 10. Voilà, et c'est un peu le problème. C'est pour ça qu'il y a des gens dehors, en fait, qui hurlent. Il y a des gens dehors qui brûlent. Il y a des gens qui se fâchent. Et c'est pour ça à cause aussi, de ça. Et c'est pour ça aussi que vous avez des policiers qui se suicident. Oui. Parce qu'ils sont dans un système qui est un système totalement Et il n'y a déplorable. qu'eux qui peuvent le dénoncer de l'intérieur. Ouais. Nous, on ne peut pas. Mais- Il n'y a qu'eux. Et eux n'ont pas le courage de le faire. C'est pour ça qu'il y a un amalgame. On fait un amalgame sur la police. Un amalgame qui risque de creuser le fossé entre la police et la population. Nos demandes d'interview auprès du ministère sont restées lettres mortes. Comment vont évoluer les pratiques de la police alors que l'institution ne semble pas prête à se remettre en question? En attendant, les vidéo-activistes continuent de couvrir les manifestations. Sans leurs vidéos postées sur Internet, la plupart des violences policières resteraient sous le radar. Moi, je suis un peu blasé par tout ça parce que, à force de filmer des violences policières, au final, il n'y a rien qui change. Il y a certains trucs qu'on montrait et que je pensais que ça allait foutre un peu la merde et qu'ils soient obligés en interne de réparer leurs conneries, quoi. En fait, non, ils s'en foutent. Ce qui a changé, c'est qu'ils sont de plus en plus vénères, ils sont de plus en plus armés, J'ai pas l'impression qu'ils soient de plus en plus formés qu'avant. Donc voilà, on pensait que ça allait changer les choses, mais en fait non. Ça me déçoit un peu, hein, j'ai l'impression d'être un peu inutile en fait.